Merci beaucoup. Donc, je remercie le professeur Schreiby et l'ensemble de l'équipe de l'AMCAR pour cette invitation pour vous parler aujourd'hui de deux thématiques qui m'intéressent particulièrement, donc l'imagerie cardiaque et son rôle dans l'insuffisance cardiaque, à la fois pour le diagnostic et pour le pronostic. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc les différentes modalités dont on dispose actuellement en imagerie cardiaque, elles sont nombreuses. Donc l'échographie, bien sûr, transthoracique, transœsophagienne, l'imagerie en coupe avec le scanner et l'IRM, et puis deux modalités dont je parlerai moins, donc la scintigraphie et le PET scanner, donc l'imagerie nucléaire. Donc les deux questions fondamentales à se poser tout d'abord, c'est de savoir quand et comment utiliser ces modalités de diagnostic dans l'insuffisance cardiaque, qu'elles soient suspectées ou avérées. Et puis bien sûr, une fois qu'on a réalisé l'examen, comment en interpréter les résultats pour guider la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Donc la suspicion d'insuffisance cardiaque, elle repose sur l'interrogatoire avec les antécédents de cardiopathie, les signes cliniques et les symptômes, bien sûr les anomalies électrocardiographiques et au niveau biologique, l'élévation des peptides natriurétiques. Une fois qu'on a cette suspicion d'insuffisance cardiaque, qui est une situation extrêmement fréquente en cardiologie, on va avoir un premier examen évidemment qui va être réalisable, que ce soit chez un patient stable ou instable, sur une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique. C'est l'échographie cardiaque, bien sûr, avec l'évaluation de la FEVG. Donc on ne va pas s'y attarder longtemps, il y a simplement trois classes actuellement dans les recommandations de l'ESC, donc l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée à moins de 40%, préservée à plus de 50% et moyennement altérée, donc entre 40 et 50%. Donc c'est d'abord important de savoir à quel patient on s'adresse, donc quel type d'insuffisance cardiaque on va rencontrer. Ensuite, il va falloir bien évidemment évaluer les pressions d'emplissage ventriculaire gauche avec l'algorithme diagnostique de l'ESC qui a énormément de défauts, mais qui présente quand même l'avantage de pouvoir classer les patients quand même avec des paramètres qui sont assez facilement réalisables. Donc le profil mitral, le rapport E sur E' grâce au Doppler tissulaire, la vitesse maximale du flux d'insuffisance tricuspide et le volume de l'oreillette gauche. Donc, nous permet de savoir si le patient a une altération de la fonction diastolique et également une élévation des pressions d'emplissage VG. Donc, un patient qui a une fonction VG altérée n'aura pas forcément une élévation des pressions d'emplissage. C'est pour ça que, bien évidemment, il faut associer ces deux paramètres quand on a un patient qui se présente pour une suspicion d'insuffisance cardiaque. La dysfonction ventriculaire droite est extrêmement importante à évaluer également, que le patient ait une FEVG préservée ou altérée. En cas de FEVG préservée, donc selon les études, on est entre 4 et 50% des patients qui présentent une dysfonction ventriculaire droite. On retient le chiffre de au moins 20%, et donc on a plusieurs paramètres disponibles, et principalement les plus facilement évaluables, l'onde S' en Doppler tissulaire, le TAPS avec le temps mouvement, et puis bien sûr la fraction de raccourcissement. Alors on a de nouveaux paramètres évidemment comme le strain au niveau de la paroi libre du ventricule droit, mais on va voir que tous ces outils ont aussi des limites, et donc l'imagerie en coupe peut avoir des avantages dans ce cas-là. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a évalué la FEVG, les pressions d'emplissage, la fonction VD, ça va être de rechercher une étiologie. Alors l'échographie renseigne bien souvent sur une orientation diagnostique, mais elle va souvent être limitée, on aura besoin d'autres examens. Donc la coronaropathie, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque. On a évidemment toutes les valvulopathies significatives à rechercher en échographie. L'HTA va être un diagnostic plutôt d'élimination. Et puis on va s'attarder surtout sur les cardiomyopathies, qui sont toutes les causes qu'on va pouvoir retenir une fois qu'on a éliminé une coronaropathie et une valvulopathie, et qu'on a des anomalies morphologiques qu'on va détailler plus tard. Donc la démarche diagnostique de l'ESC, c'est celle-là. Donc en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque, l'échographie bien évidemment en première ligne, quel que soit le patient, avec l'évaluation de la structure du ventricule gauche et du ventricule droit, sa fonction, l'évaluation des pressions d'emplissage, et ensuite on va bien sûr évaluer, rechercher une coronaropathie et une valvulopathie significative. Une fois que ça a été réalisé, donc on va se retrouver devant un patient qui aura une FEVG préservée ou altérée. Donc en cas de FEVG altérée à moins de 40% avec une cause coronaire ou valvulaire qui a été exclue, c'est bien évidemment la cardiomyopathie dilatée, quelle qu'en soit l'origine. Donc cardiomyopathie dilatée, bien sûr, il y a énormément de causes différentes qu'on peut rechercher de différentes façons, qu'elles soient génétiques, non génétiques, qu'elles soient métaboliques, il y a énormément de causes. Et donc l'imagerie en coupe ou métabolique nucléaire va pouvoir être utile dans ces cas-là. Chez le patient avec FEVG préservé, donc à plus de 50%, et un épaississement des parois ventriculaires gauche sans anomalie des conditions de charge, donc ce qui définit plutôt la cardiomyopathie, on va pouvoir se retrouver soit face à une CMH, soit face à une cardiopathie restrictive plutôt infiltrative, par exemple en cardiologie souvent l'amylose cardiaque chez nos patients de plus de 60 à 70 ans.
Et puis le dernier cas, ce sera celui des patients avec une FEVG qui est préservée et des parois ventriculaires gauches qui ne sont pas épaissies. Donc ça peut être le stade débutant d'une cardiomyopathie restrictive. Il faut bien évidemment avoir évalué et recherché d'autres causes, comme par exemple la constriction péricardique. Mais en tout cas, on retrouve des cadres nosologiques assez facilement identifiables, même si en pratique, évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc tout d'abord, chez un patient qui a une FEVG altérée, la première des choses, ça va être bien sûr de rechercher une coronaropathie. Donc ça peut être réalisé de deux façons différentes, non invasive avec le coroscanner et invasive par l'angiographie coronaire. Évidemment, la scintigraphie ou d'autres examens plutôt fonctionnels n'auront pas d'indication vraiment dans ce cadre-là. C'est vraiment plutôt une imagerie anatomique dont on a envie. Et les recommandations de l'ESC qui viennent de sortir sur l'insuffisance cardiaque ont placé le coroscanner en première position avant la coronarographie. En cas de suspicion, alors en cas de dysfonction ventriculaire gauche, donc à moins de 40%, chez un patient bien évidemment qui sera à probabilité pré-TESC relativement faible à intermédiaire. Bien sûr, si on a affaire à quelqu'un de déjà coronarien connu ou qui cumule tous les facteurs de risque cardiovasculaire et qui a plus de 70 ans, on s'orientera plutôt vers la coronarographie. Maintenant, chez beaucoup de patients, on retrouve quand même les caractéristiques qui font qu'on pourra réaliser le coroscanner. Et donc, même l'ESC actuellement a augmenté le grade de recommandation pour le coroscanner versus la coronarographie. Donc, par exemple, il faut savoir d'abord à quel patient il faut prescrire un coroscanner plutôt qu'une angiographie donc invasive. Il faut plutôt avoir un rythme cardiaque régulier, pas trop rapide, un patient qui va être capable de tenir des apnées, donc au moins une dizaine de secondes, qui n'a pas beaucoup de calcification coronaire. C'est pour ça que c'est important de pouvoir réaliser un scanner non injecté auparavant pour pouvoir être sûr que le patient ne soit pas trop calcifié et que l'examen angiographique soit interprétable. Et puis donc une probabilité pré-test faible à intermédiaire, comme on l'a déjà dit, chez un patient au mieux qui ne sera pas trop âgé, donc c'est-à-dire à moins de 70-75 ans. Donc, et je voulais vous montrer donc, ce patient-là avec l'imagerie juste en dessous de scanner. Donc, on a des reconstructions curvilinéaires qui nous montrent bien le réseau coronaire qui n'a pas une seule plaque ni une seule sténose. J'ai un patient qui avait une dysfonction VG sévère à 25% et qui avait 50 ans. Alors, un patient diabétique qui n'avait pas trop d'autres risques cardiovasculaires, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, avec un examen qui est parfaitement interprétable et qui permet de se passer d'un examen qui reste invasif et qui n'est pas non plus dénué de risque, donc la coronarographie. Il va falloir également, par l'échographie, évaluer la présence d'une valvulopathie significative. Donc, évidemment, c'est transthoracique, transœsophagien dans un premier temps, à réévaluer éventuellement si la valvulopathie est plutôt fonctionnelle comme une IM secondaire, après déplétion, pour savoir si elle est vraiment sévère. En tout cas, c'est vraiment l'échographie qui a toute sa place dans un premier temps. Alors après, on peut retrouver des indications alors plus marginal quand même pour le scanner ou pour l'IRM si l'échographie est insuffisante, ça arrive. Donc par exemple, le scanner cardiaque avec le score calcique peut être utilisé dans certains cas, donc il y a très peu d'indications diagnostiques bien sûr, mais le score calcique valvulaire peut être utilisé en cas de RAC bas débit, bas gradient, principalement paradoxal en première intention, c'est-à-dire avec FEVG préservé mais débit altéré, et puis le RAC bas débit, bas gradient classique avec une FEVG qui va être altérée, et donc évidemment aussi un débit altéré, mais uniquement après la réalisation d'une échographie de stress, donc, enfin de réserve plutôt, sous de faibles doses de butamine, quand il n'y a pas eu de réserve contractile. Et donc, dans ce cas-là, le score calcique peut être intéressant avec des seuils qui ont été bien définis, alors évidemment qui ne sont pas parfaits et qui ne sont juste à analyser dans une approche intégrative et qui doivent faire partie d'autres critères. Ce n'est pas vraiment ça qui va uniquement nous permettre de diagnostiquer le RAC serré, mais en tout cas il va pouvoir être utile. Donc s'il est à plus de 3000 chez l'homme ou 1600 chez la femme, le RAC sera très probablement serré. À moins de 1600 chez l'homme ou moins de 800 chez la femme, probablement pas serré, et donc on pourrait chercher une autre étiologie. Les autres seuils, donc 2000 et 1200, ont des moins bonnes performances, mais en tout cas ce sont les seuils qui sont aussi définis à l'heure actuelle par les sociétés savantes. L'IRM cardiaque peut aussi être utile dans un cas principalement actuellement. Ça changera peut-être à l'avenir avec des modalités comme l'IRM 4D Flow, mais actuellement, c'est surtout dans la régurgitation aortique, que ce soit sur une valve native ou sur une bioprothèse, enfin prothèse mécanique ou bioprothèse. Donc, quand il y a un doute diagnostique en échographie, ou quand en tout cas l'approche échographique n'est pas forcément suffisante, soit parce que le patient est peu échogène, soit parce que le jet est très excentré et difficilement évaluable, ou que certaines méthodes ne sont pas interprétables, comme la PISA sur une valve qui est très calcifiée, très remaniée. Et puis évidemment sur prothèse où on est un petit peu limité dans certains paramètres d'analyse. Et donc l'imagerie cardiaque, ce sera l'IRM. Évidemment, le scanner n'a pas du tout sa place pour évaluer la sévérité d'une fuite. Et l'IRM cardiaque sera avec une technique qui s'appelle le
contraste de phase qui est validé depuis plusieurs années, mais qui a surtout pris beaucoup d'importance ces dernières années. Il va falloir en fait réaliser un plan de coupe en ciné au niveau de la jonction sinotubulaire. Donc, comme on peut voir sur la figure A et B, donc 2 plans de coupe orthogonaux par rapport perpendiculaires à l'axe de l'aorte, qui vont permettre de déterminer donc en image C, donc une belle image arrondie de l'aorte, une tranche de section qui est bien perpendiculaire à l'axe du vaisseau. Et en fait, on va analyser la vitesse des voxels qui vont pénétrer ce plan et qui vont donc rentrer, donc aller vers l'aorte, et ceux qui vont en repartir. Donc ça va nous permettre de déterminer un volume antérograde, un volume rétrograde, et d'en déduire une fraction de régurgitation. À l'heure actuelle, les recommandations définissent une fuite sévère par une fraction de régurgitation qui est égale à celle qu'on a aussi en échographie, c'est-à-dire à plus de 50%. Maintenant, on s'est rendu compte avec différentes études qu'à la fois pour les valves natives et les prothèses, l'évaluation, en fait, on avait un cut-off plutôt à 30% qui servait à définir une augmentation du seuil de mortalité. Donc, si vous utilisez l'IRM cardiaque pour évaluer une fuite qui n'est pas vraiment analysable ou pas de façon correcte en échographie, je vous conseille plutôt de retenir un seuil de 30 à 35% pour la sévérité d'une fuite aortique, que ce soit sur une bioprothèse ou sur une valve native. Ensuite, en IRM cardiaque, on va surtout avoir, en dehors de ces modalités pour les valves qui sont vraiment marginales, plutôt un intérêt de la caractérisation tissulaire. Alors évidemment, on sait qu'en dehors de ça, on a aussi un très grand intérêt pour l'évaluation plus correcte, plus fine que l'échographie pour la FEVG et les volumes. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la caractérisation tissulaire, que ce soit sur une imagerie paramétrique, l'imagerie T1 ou T2, qui représente en fait un temps en millisecondes, un temps de relaxation des protons, une fois qu'ils ont été excités par des ondes de radiofréquence. Et donc en fait, ce sont des paramètres qui sont vraiment spécifiques d'un tissu et d'une pathologie. Donc on sait que dans certaines pathologies, le T1 et le T2 seront plus ou moins augmentés ou abaissés, plus ou moins altérés, et sans pouvoir pour autant donner un diagnostic formel, en tout cas on pourra pousser bien plus l'orientation diagnostique de nos patients, face par exemple à une CMH ou une CMD. On a aussi une modalité qui est plus ancienne, c'est le rehaussement tardif, le Late Gadolinium Enhancement, donc, qu'on va détailler tout à l'heure l'acquisition et l'interprétation. Donc, en ce qui concerne la cardiopathie ischémique, donc, face à une insuffisance cardiaque, donc avec FEVG par exemple altérée ou modérément altérée, en lien avec une coronaropathie, par exemple une artère occluse ou suboccluse, la question qui va se poser, c'est de savoir s'il faut la revasculariser, la recanaliser. L'IRM cardiaque permet d'apporter la réponse. Alors évidemment, on a d'autres modalités comme la scintigraphie ou l'échographie de viabilité, mais l'IRM cardiaque permet à la fois d'apporter des informations très pertinentes sur le plan de la cinétique, sur le plan de la fonction et aussi donc, sur la viabilité grâce au rehaussement tardif qui constitue en fait un hypersignal 8 à 10 minutes après injection du gadolinium qui est déterminé grâce à un temps d'inversion qui va permettre d'annuler le signal du myocarde sain. Donc, c'est-à-dire que le myocarde sain dans lequel on n'a plus de gadolinium va apparaître en hyposignal, donc en noir, par rapport au rehaussement tardif, lui qui va apparaître en hypersignal franc, donc en blanc, sur notre imagerie réalisée 10 minutes après l'injection du gadolinium. Donc c'est une appréciation qui est visuelle, donc c'est soumis aussi un petit peu à caution et il y a une courbe d'apprentissage aussi pour les praticiens qui réalisent l'examen. Mais en tout cas, il va traduire la présence d'une persistance en fait, du gadolinium dans tout ou partie du myocarde et qui peut traduire soit la présence d'une séquelle de nécrose, des dépôts de protéines, donc par exemple, dans l'actualité, c'est plutôt l'amylose cardiaque surtout, et toute autre cause en fait, d'élévation du secteur extracellulaire, et donc ça peut aussi correspondre à de l'œdème. Donc le rehaussement tardif, il peut avoir différentes topographies qui peuvent à la fois nous renseigner sur la cause, donc par exemple, quand le rehaussement tardif est sous-endocardique ou jusqu'à transmural, on sera plutôt en faveur d'un infarctus. Quand le rehaussement tardif est sous-épicardique, on sera plutôt sur une myocardite. Et quand le rehaussement tardif est intramural, on aura un rehaussement tardif qui sera plutôt aspécifique et qui peut se rencontrer à la fois dans différentes cardiomyopathies, que ce soit des CMH, des CMD, et aussi dans des valvulopathies très avancées comme le RAC serré ou l'IA sévère, où en fait ça a même aussi montré bien un intérêt pronostique à long terme. Ça montre que la valvulopathie est évoluée et qu'en fait on est plutôt face par exemple à une cardiomyopathie valvulaire, tellement l'atteinte valvulaire a retenti sur le ventricule gauche. Ensuite, en ce qui concerne la cardiopathie ischémique, la viabilité elle va surtout s'apprécier selon l'étendue de ce rehaussement tardif en termes de pourcentage de transmuralité. Donc moins de 25%, on sera sur une viabilité certaine, il faut recanaliser le patient. 25 à 50%, elle est probable mais pas forcément certaine. 50 à 75%, on sera probablement sur une absence de viabilité.
et plus de 75%, on sera à peu près certain que le patient n'aura aucun intérêt à être recanalisé, et donc la dysfonction VG ne s'améliorera pas, même si on recanalise l'artère en question. C'est extrêmement important pour éviter les gestes inutiles ou au contraire ne pas priver un patient d'une chance de récupération de sa fonction VG sur une occlusion chronique par exemple. Alors par contre, il faut bien retenir que la viabilité elle ne se recherche qu'à distance d'un infarctus. En phase aiguë, une partie du rehaussement tardif sera constituée par de l'œdème et donc ça majore l'importance de ce rehaussement et ça majore aussi l'impression qu'on peut avoir de transmuralité et d'absence de viabilité. On peut très bien avoir un patient qui a un rehaussement tardif qui a 75% de transmuralité en phase aiguë de son infarctus et qui va en fait avoir plutôt 25% de transmuralité à distance une fois que tout l'œdème est parti, donc plusieurs semaines après. L'infarctus aigu, voilà un exemple, un rehaussement tardif qui est transmural à l'apex du VG, avec en plus une zone d'hyposignal très franc qu'on voit bien à la pointe, qui correspond à du no-reflow, c'est-à-dire une absence complète de pénétration du gadolinium dans cette zone-là, parce que la vascularisation dans cette zone est totalement obstruée, donc c'est de la micro-obstruction vasculaire, et donc c'est à la fois pronostic, c'est un facteur pronostic péjoratif très important, et c'est aussi prédicteur d'absence de viabilité. On peut retrouver le même patient à 3 mois, où on a évidemment une séquelle de rehaussement, enfin une séquelle d'infarctus qui est transmurale et donc qui effectivement n'est pas viable. Donc en fait, on le savait déjà quasiment depuis le début, ce patient n'a pas d'intérêt à être recanalisé sur son occlusion qui est découverte quelques jours après l'infarctus. En ce qui concerne les cardiomyopathies, l'échographie, donc comme je vous le disais, va souvent donner des éléments d'orientation très importants, qu'il s'agit d'une CMH ou d'une CMD ou d'une DAVD. Par contre, l'IRM cardiaque va pouvoir donner aussi des informations diagnostiques selon la nature du rehaussement tardif et selon sa localisation. Il est plutôt septal, basal et linéaire dans la CMD. Il est plutôt patchy au niveau des zones d'insertion du VG sur le VD dans la CMH et au niveau des zones d'épaississement le plus important. Donc ça peut nous informer sur le plan diagnostique et c'est vraiment très important de savoir quelle est la localisation et s'il y a du rehaussement tardif parce qu'il correspondra le plus souvent à de la fibrose et cette fibrose a un intérêt pronostique, que ce soit de la fibrose de remplacement, donc après de la mort cellulaire ou après de la fibrose interstitielle, plutôt de la fibrose réactionnelle. Donc cette fibrose, que le patient soit en FEVG préservé ou altéré, la présence de rehaussement tardif qui signe la présence de fibrose, le plus souvent, parce que ça peut aussi correspondre à des dépôts de protéines comme de l'amylose, eh bien, elle sera associée à un risque de mortalité cardiovasculaire et de mort subite extrêmement important, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, et même peut-être un peu plus quand il s'agit de fibrose aspécifique dans le cadre d'une cardiomyopathie plutôt que celle d'un infarctus. En cas de FEVG altéré, les conclusions sont les mêmes. La présence d'une FEVG altérée ne suffit pas à établir le pronostic d'un patient à long terme et justement la présence de fibrose permet de mieux stratifier ce risque à long terme et donc elle est prédictive de mortalité toute cause et de mort subite d'origine cardiaque chez les patients à FEVG altéré, donc à moins de 35%. En ce qui concerne les cardiomyopathies, c'est également vrai. Donc le volume extracellulaire, c'est un reflet en fait de tout ce qui ne constitue pas le milieu cellulaire et qui est apprécié par la cartographie T1 avant et après gadolinium. Et en fait, avec une mesure de l'hématocrite le jour même, on peut déduire quelle est la fraction en fait, de volume extracellulaire, qui est normalement de l'ordre de 20 à 25% chez le sujet normal, et qui, avec l'ensemble des cardiomyopathies, va être augmenté tout simplement parce qu'on va avoir des dépôts notamment de fibrose, quelle que soit la cause, ou des dépôts protéiques, notamment dans le cadre de l'amylose. Et donc, c'est associé à un pronostic plus péjoratif. Dans le cadre de la myocardite, on a aussi également un intérêt. Ici, on voit un rehaussement tardif, donc un hypersignal à point de départ sous-épicardique au niveau de la paroi latérale. Et on peut savoir qu'il s'agit d'une myocardite aiguë grâce à l'imagerie T2 qui va nous montrer, donc, grâce à cette augmentation du T2 très localisée au niveau de la paroi latérale à point de départ sous-épicardique, ça signe la présence d'un œdème. Donc s'il y a de l'œdème, c'est que la myocardite elle est aiguë. Et il ne s'agit pas d'une séquelle. Dans le cadre d'une CMD maintenant, on peut savoir qu'il s'agit d'une CMD parce qu'il n'y a pas de séquelles d'infarctus. Alors après, évidemment, il y a toujours le patient qui peut avoir une hibernation myocardique sur 3 troncs épicardiques. C'est quand même relativement rare. Donc ici, on a un ventricule gauche qui est dilaté, qui est très hypokinétique, et donc on n'a pas de rehaussement tardif. On pourrait avoir par contre un petit peu de fibrose, de rehaussement tardif au niveau septal-basal. Ce n'est pas le cas. C'est un facteur pronostic péjoratif. Donc l'étude d'Anish avait bien montré que la FEVG ne suffisait pas forcément à démontrer quel patient qui avait une CMD, donc d'origine par définition non coronaire et qui bénéficiait de l'implantation d'un défibrillateur en prévention primaire. La présence d'un rehaussement tardif, par contre, permet de mieux stratifier le risque rythmique de ces patients et donc de savoir qui devrait bénéficier de l'implantation d'un défibrillateur à cause de cette insuffisance cardiaque.
En ce qui concerne l'imagerie de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, la démarche va être à peu près la même. L'imagerie en coupe et l'imagerie nucléaire va être forcément très importante, et notamment dans certains cas, comme ici, vous pouvez avoir déjà une suspicion diagnostique immédiate, c'est celle d'une cardiopathie amyloïde, donc avec un épaississement très franc, très important des parois VG, et on le voit peut-être un petit peu moins, mais aussi du ventricule droit, avec un flux transmitral restrictif et un œil de bœuf, donc assez caractéristique grâce au strain. Donc on a une forte suspicion diagnostique. Maintenant, ça ne suffit pas pour poser le diagnostic et pour démarrer un traitement. Une imagerie nucléaire, qui est celle de la scintigraphie osseuse au diphosphonate, va être très utile pour donner le diagnostic de cardiopathie amyloïde à transthyrétine, qu'elle soit mutée ou sénile. L'IRM cardiaque va apporter aussi des informations diagnostiques grâce au rehaussement tardif, qui est le plus souvent transmural, mais qui peut être aussi sous-endocardique diffus, qui va très souvent concerner le ventricule droit dans plus de 90% des cas. On aura aussi des informations qui sont pronostiques, grâce encore une fois à la présence de rehaussement tardif, et grâce également à l'imagerie paramétrique T1 et T2 qui sont élevées dans l'amylose cardiaque, quelle qu'en soit la cause. Donc on a ici, grâce à l'IRM, on peut avoir un diagnostic différentiel. Donc par exemple ici, celui plutôt d'une CMH sarcomérique avec un épaississement prédominant au niveau du septum, mais un rehaussement tardif qui est extrêmement diffus, qui ne peut pas être celui d'une CMH sarcomérique et qui donc évoque énormément celui d'une CMH, d'une cardiomyopathie amyloïde. On peut aussi avoir donc des informations complémentaires, plutôt pronostiques, grâce à l'imagerie T1 et au volume extracellulaire, qui plus ils seront augmentés, plus ils signeront une atteinte importante de la maladie. Il permet aussi de faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies, donc une cardiomyopathie hypertrophique d'origine sarcomérique ou d'autres causes d'élévation, d'augmentation des parois VG. L'amylose cardiaque, donc l'IRM, a un rôle pronostique grâce au rehaussement tardif. Et dans la CMH sarcomérique, pour finir, on aura aussi un rôle diagnostique grâce à ce rehaussement tardif dans les zones les plus hypertrophiées et au niveau de l'insertion VG sur le VD. Ça évoque très fortement une origine sarcomérique, même si on peut toujours avoir des surprises, c'est quand même fortement évocateur. Elle a aussi un rôle pronostique et probablement même supérieur au rôle pronostique établi par le calculateur de l'ESC qui date de 2014, qui n'intègre pas un certain nombre de paramètres comme l'IRM cardiaque ou comme le rehaussement tardif. Et un rehaussement tardif de plus de 10% de la masse ventriculaire gauche a été démontré pour avoir une incidence assez flagrante sur le risque cardiovasculaire de ces patients et donc devrait permettre de restratifier le risque des patients qui ont un risque cardiovasculaire de moins de 4% au niveau du calculateur de l'ESC et qui pourtant ont beaucoup de rehaussement tardif et donc beaucoup de fibrose qui signe un risque rythmique majeur. Enfin, la dysfonction VD est toujours à rechercher, donc au moins 20% des patients avec FEVG préservés. C'est un facteur pronostic péjoratif majeur à la fois des cardiomyopathies et des valvulopathies. Et donc on sait que l'ESPRIM, TAPS et la fraction de raccourcissement et même le strain peuvent être pris en défaut, notamment à cause de l'échogénicité. Donc l'intérêt de l'IRM est vraiment majeur dans cette situation. C'est le gold standard pour l'évaluation des volumes et de la fonction VD, même si les études ne sont pas non plus extrêmement nombreuses et qu'elles ont toutes des limites. C'est quand même un moyen d'imagerie vraiment performant. Le scanner probablement surestime un peu les mesures, mais il a une bonne corrélation avec l'IRM. Et puis on retrouve aussi l'écho 3D, qui fait mieux quand même que l'écho 2D, mais qui est aussi un peu moins bien corrélé à l'IRM. Donc ce qu'il faut retenir au total, c'est que l'échographie reste bien évidemment, alors j'ai mis ETT mais aussi ETO, le premier moyen diagnostique et pronostic en termes d'imagerie de l'insuffisance cardiaque, et elle peut se réaliser chez un patient qui soit stable ou instable. Donc évidemment, c'est la modalité REN. Maintenant, il faut aussi pouvoir éliminer une coronaropathie, ce qui n'est pas évidemment faisable via l'échographie, via évidemment aussi une valvulopathie, où on peut avoir aussi besoin d'autres modalités diagnostiques, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent. L'échographie seule, elle est parfois insuffisante pour le diagnostic étiologique, et notamment des cardiomyopathies. Et donc, c'est l'intérêt à la fois du scanner dans la recherche d'une coronaropathie, surtout avec FEVG altéré, et puis de l'IRM pour la recherche d'autres étiologies, notamment pour les cardiomyopathies, mais aussi pour la recherche d'une viabilité chez un patient qui a une cardiopathie ischémique avec FEVG altéré, et puis évidemment pour la recherche de fibrose, quelle qu'en soit la cause, qui a un impact pronostique très important. Donc, il est de plus en plus nécessaire, finalement, d'utiliser et d'associer à l'échographie les examens complémentaires d'imagerie en coupe, évidemment pas systématiquement, mais dans des indications bien ciblées qu'il faut connaître, pour améliorer à la fois l'évaluation diagnostique et pronostique des patients qui présentent une insuffisance cardiaque, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit la FEVG. Je vous remercie.